tous, nous sommes à quelques encablures justement de cette fin de deuxième phase avec le match ou la double confrontation d'abord face à Djibouti demain, c'est le sujet de notre émission ce soir et bien sûr 3 jours après le match couperé pour les barrages face au Burkina Faso, un match qui va se dérouler au stade du Caire demain à 14h. Heure algérienne, sur cette pelouse qui nous a tellement porté chance et qui a vu l'Algérie remporter ce sacre africain. C'est de bon augure, on l'espère, pour le match de demain, face à une équipe qui est complètement éliminée de cette qualification, l'équipe de Djibouti, qui vient pour sauver l'honneur, on l'espère pas, en tout cas, pour que l'Algérie puisse terminer son parcours vers le mondial. C'est le titre même de cette émission. On va parler de cette confrontation face à Djibouti, l'importance des 3 points que l'on devra empocher tout en bien sûr gardant toutes les chances de notre côté afin d'affronter le Burkina à Tchaker 3 jours après. Pour parler de ce match, avec moi les consultants de l'émission, tout d'abord avec Ahmed Lalibi qui est avec nous. Bonjour Ahmed. Bonjour Riyad, bonjour à nos chers invités. Et puis c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Plaisir et positivité que vous partagez avec Mohamed Mihoubi qui est avec nous également. Bonjour Mohamed, comment allez-vous ? Ça va, bonjour Riyad, bonjour tout le monde. Alors on va parler de ce Djibouti-Algérie, j'allais dire Algérie-Djibouti, mais ça c'est 8-0, c'est une autre histoire, Falid Aït Saada. Bonjour, on va également avoir le maximum d'infos avant cette rencontre importante demain à 14h. Oui, bonjour Riyad, bonjour à tous. C'est 2 rencontres décisives parce que c'est la fin du deuxième tour. Et ce qui va déterminer, ces 2 matchs vont déterminer ceux qui seront qualifiés pour le dernier tour, qui sera des barrages en aller-retour entre les 10 équipes leaders des 10 groupes de la phase de groupe. Alors, on va très certainement demain après le match voir les qualifiés ou les prétendants à la qualification. Certains le sont déjà. Après donc cette dernière phase, la phase de novembre, des qualifications. On va voir le tableau de classement de ce groupe, le groupe de l'Algérie, du Burkina Faso, qui sont ex-aequo au point, mais l'Algérie est première à la différence de but. On va voir le tableau dans quelques instants. Et puis nous allons également écouter quelques déclarations du sélectionneur national, messieurs, juste avant le départ, parce qu'il a choisi justement de faire un stage directement au Caire. Ça c'est pour garder l'influx, pour ne pas fatiguer les joueurs. Il ne voulait pas que tout le monde vienne à Alger pour faire ensuite le vol sur le Caire, donc ils ont fait un petit escale à Paris pour ramasser le contingent et rentrer au Caire. Au moment où nous regardons le tableau, vous le voyez messieurs avec moi, l'Algérie en tête avec cette différence de but assez exceptionnelle, plus 17. Le Burkina, même nombre de points, mais à plus 8, c'est-à-dire plus de la moitié de différence. Et puis bien sûr, le Niger et Djibouti out, le Niger qui affronte le Burkina, et Djibouti qui rencontrera donc demain 14h les Verts au stade du Caire, un stade qui rappelle de bons souvenirs. D'ailleurs, c'était une des déclarations du sélectionneur. Il a dit « Je suis très content de retrouver cette pelouse » et essayer de chercher ces sensations qu'ils avaient en 2019. Oui, c'est une aubaine que ce match se déroule au Caire. Parce que là, il y a C'est une aubaine et c'est aussi de la diplomatie sportive. Parce que le match ne devait pas au départ se dérouler sur ce stade. Et en fait, on l'a un peu arraché, nous et les Djiboutiens. Oui, c'est ça. Mais moi, je parle d'une aubaine pour le sélectionneur sur le plan sportif. Parce que c'est une manière de rebooster les troupes. Parce qu'il y a eu quand même peut-être... Le sélectionneur a peur des petits relâchements sur le plan mental. Donc voilà, c'est bien. Et c'est pour ça que... C'est presque un brainstorming, c'est un retour aux sources. Voilà, il les a ramenés dans le lieu du dernier sacre en 2019 parce que dans 2 mois, un peu plus de 2 mois, c'est le début de la nouvelle phase de Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est pour dire, voilà, vous avez gagné un trophée ici, dans 3 mois, il faut défendre ce trophée au Cameroun. Donc il les a remis un peu dans l'ambiance. Et le deuxième objectif, c'est un peu de faire sortir les joueurs de la routine. Parce que Sidi Moussa, il y a toutes les installations, ils auraient pu rester à Sidi Moussa 3 jours et partir au Caire pour un match qui, sur le papier, est facile. Mais il a tenu à les sortir de la routine pour un peu recréer l'esprit du groupe. Il avait insisté dans sa conférence de presse sur le fait qu'il a pris des joueurs qui se connaissent entre eux et qui savent l'importance de la mission qui les attend. Et c'est très important. Vous savez, Mais ils ont un vécu ensemble. Cette équipe, cette grande équipe, elle est née là-bas. Elle est née en réalité, elle est née au Caire, cette équipe. Oui, donc c'est pour ça qu'il est revenu aux sources. Voilà, là où l'Algérie s'est sublimée sur le plan du football,
en surprenant beaucoup d'observateurs du monde entier. Alors, messieurs, on va voir maintenant ceux qui ont la sensation du terrain, messieurs. Quel est l'intérêt que peut ressentir les joueurs en revenant sur les terres de leurs exploits? Ça fait quoi un joueur? C'est une très bonne question. Ils peuvent ressentir pas mal de choses parce qu'ils vous me remercierez de l'avoir posé. Je vous remercierai d'y répondre, s'il vous plaît. Je disais tout simplement que le choix de ce stage de 4 jours, je pense qu'il est judicieux, très intelligent. Il a été étudié, ça n'a pas été fait sur un coup de tête. Et puis, à travers ce que vous venez de dire, Riyad, moi j'ai bien apprécié ce stage avant ce match de demain. Tout simplement parce que les joueurs vont se remémorer les bons moments qu'ils ont vécus en 2019. Ça va leur donner la possibilité d'être mieux concentrés, avec une certaine détermination. Et puis les joueurs, ils sont là, ils savent ce qu'il y a. Être 4 jours au Caire, jouer le match de Djibouti, on va en discuter tout à l'heure. Et puis il me semble que ce match de Djibouti tombe à pic parce que c'est une préparation d'avant le match de Burkina Faso. On va en parler parce qu'il y a c'est un peu un match piège, ce match. Il est absolument indispensable. Sans la victoire face à Djibouti, il n'y a plus rien. Et en même temps, Djibouti est out de la compétition. C'est une petite équipe, avec tout le respect qu'on a, bien sûr, pour Djibouti. Mais il faut gagner. Il ne faut pas faire de fautes. On va parler tout à l'heure des cartons, Mohamed Houbi. Mais je reviens à la question que j'avais posée à Ahmed. Qu'est-ce que ça va rapporter de plus à des joueurs qui ont envie d'aller en Coupe du Monde? On va pas les forcer. Mais qu'est-ce que ça change d'aller retrouver le même staff? Il y a même le même staff de guide égyptien qui a cavé l'équipe algérienne sur place. On va le voir tout à l'heure, probablement, les conditions d'hébergement et de stage de l'équipe en Égypte qui sont excellents, parfaits. Qu'est-ce que ça peut apporter de commencer cette dernière phase au Caire en Égypte? En dehors de tout ce qui a été dit sur le plan organisation, sur le plan choix, sur le plan la qualité du stade de l'Égypte ou autre chose, et les bons moments qu'on a passés en Égypte pendant la Coupe d'Afrique, moi je dirais que c'est le plan forme pour ce match. Sur le plan forme, ça a été un choix judicieux d'aller directement au lieu d'aller la veille ou l'avant-veille. Et sur ce plan, je pense que les joueurs qui sont en train de traverser soit des périodes difficiles dans leur club, qui jouent ou qui ne jouent pas, ça pourra remettre l'équipe dans un lieu où tout sera rediscuté, travaillé, et surtout sur le plan voyage, où on évite déjà une fatigue de plus par rapport au match précédent. Alors, messieurs, on va égrener certaines déclarations du sélectionneur lors de son point de presse avec la presse algérienne. Il en fera un autre, il l'a promis juste avant le match face au Burkina. C'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup répondu aux questions concernant le match du Burkina Faso. Il a d'abord expliqué ses choix, sa liste, où il y a certaines absences. On va écouter le sélectionneur national à propos de ses sélectionnés pour cette double confrontation Djibouti et Burkina. Djamel Belmati. J'ai envie sur ce stage-là d'avoir des joueurs qui connaissent ce groupe-là, qui connaissent, qui sont des joueurs de football, ils ne viennent pas pour le copinage, mais qui connaissent ce groupe-là, qui sont déjà investis, qui connaissent la mentalité, l'état d'esprit. Et voilà, c'est une date, elle est très 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 particulière, cette date FIFA, elle est décisive. Donc voilà, amener des joueurs qui ont ce passé avec nous, qui connaissent la mentalité qu'est la nôtre, les éléments et les ingrédients que l'on met en place pour gagner les matchs. Voilà, à une époque il y avait l'esprit Omdurman, maintenant il y a l'esprit El Qahira. Je voulais un groupe qui connaît, qui a le même esprit et qui a le même vécu, la même expérience. C'est important pour lui, sur ce choix. Oui, bon, il veut surtout des gens qui seront investis. Mobilisés. Voilà, mobilisés pour ce match-là. Et c'est ça le choix. Moi, je pense que, par exemple, le fait d'avoir choisi comme doublure pour Bessebrini Ayoub Abdellaoui plutôt que Mohamed Fares, peut-être que ça rentre dans cette considération. Bon, Abdellaoui est plus défensif que Fares, qui a tendance à s'oublier en attaque, peut-être qu'il veut, parce que contre la Burkina Faso, il faut être prudent. Sur le dernier match, il s'est blessé, Fares. Ou bien que peut-être sur le dernier match, il s'est blessé, Fares. Voilà. Et aussi, bon, peut-être que c'est des joueurs qui se sont plus investis et qui connaissent plus qu'est-ce que c'est que de jouer contre des sélections africaines, parce que c'est un état d'esprit. Je me rappelle du premier match de Mohamed Zalouri contre la Zambie, il était rentré. Le petit joueur là, il a été formé à l'Ajax, il a joué en Europe et aux 2 premiers contacts, il était par terre.
parce qu'ils ne savaient pas que le football africain était plus physique qu'en Europe. Et ben, au bout de 2 matchs, il s'est adapté maintenant, il sait c'est quoi de jouer en Afrique. Je rebondis sur Zaroury. Il avait répondu à une question sur le fait de sélectionner, d'être obligé à chaque fois de changer. Il est contre le fait de changer. Il a dit, moi, quand je choisis, j'ai pas le temps de choisir. Je veux des joueurs prêts tout de suite. Et surtout pour ces 2 matchs. Zaroury, il a dit, quand il est venu, il n'a pas mis beaucoup de temps. On sent quand un joueur, même s'il ne fait pas du 100%, on sent qu'il va s'adapter. Zaroury s'est adapté. Oui, il s'est adapté parce qu'il écoute, il est à l'écoute. Pourtant, il y avait la barrière de la langue. Il ne parle pas français, il ne parle pas arabe. Maintenant, il commence à apprendre. Il parlait que l'anglais et le néerlandais. Et le néerlandais. À son premier stage, son guide, c'était Oussama Delfoulou, qui était aussi convoqué parce que Delfoulou joue aussi aux Pays-Bas et tout. Et puis aussi Djebel Brady parce qu'il parle l'anglais. Et les joueurs qui parlent un peu l'anglais. Maintenant, il s'est adapté, il commence à apprendre l'arabe, il commence à comprendre, et il s'est adapté vite. Contrairement à d'autres joueurs qui ont été mis à l'essai et qui n'ont pas pu s'imposer. Parce que les dates FIFA sont très peu nombreuses. C'est ce qu'il vient de dire. Donc les opportunités sont peu nombreuses. Quand il y a une opportunité, il faut la saisir. Zaroury a pu saisir cette opportunité. Oui, c'est pour toutes ces raisons que dans sa conférence de presse, Belmadi a dit que les dates FIFA sont très importantes, d'une, et de deux, il parle de quand les joueurs se connaissent. J'ai pris des joueurs qui se connaissent parfaitement, qui ont vécu presque les mêmes sensations ensemble. Ça, c'est important pour les 2 matchs. C'est vrai que Djibouti, je sais que ça ne va pas être une formalité, mais on a les possibilités de les battre. Mais c'est beaucoup plus, ils s'appuient sur ce match pour essayer de mieux préparer le prochain match contre le Burkina Faso. C'est ça, hein, c'est un round d'observation. En fait, c'est presque un match de préparation qu'il doit gagner pour entamer le match du Burkina. Les dates FIFA... Mohamed, un sélectionneur a un métier un peu plus compliqué qu'un entraîneur de club parce qu'il est obligé de patienter, d'attendre ses joueurs, de ne pas gérer leur état de forme et leurs blessures. Donc il les réceptionne à des moments donnés et il doit optimiser au maximum ces joueurs pendant quoi 8 jours, 6 jours. Vous avez été adjoint vous avez été en staff de l'équipe nationale, c'est avec le Belge Georges Likens. C'est compliqué d'attendre les dates FIFA. Comment on fait? On est en contact avec eux. Comment on fait pour choisir et essayer de maintenir le maximum, toujours le même groupe? Vous savez, le travail d'un sélectionneur, il diffère par rapport à un entraîneur de club, sur tous les plans. Sur le plan forme, la forme de ses joueurs au sein de leur club, et le travail qui se fait, c'est plus psychologique et technico-tactique. Surtout, comment mettre en place une philosophie de jeu et un système de jeu qui doit être appliqué par rapport aux joueurs qui diffèrent, qui sont sélectionnés de différents clubs. Dans un club, on a le groupe, on travaille dans la continuité sur tous les plans. Et là, les joueurs se connaissent, les joueurs sont là pour appliquer ce qu'on travaille pendant toute la semaine ou pendant un cycle. C'est ça la différence entre un sélectionneur et un entraîneur. Tout à fait. C'est pour ça l'appellation n'est pas... Un entraîneur, il a tout le temps, toute la semaine, toute l'année, pour entraîner les joueurs. C'est un travail sur le long terme. Il sélectionne les joueurs selon l'objectif, selon l'état de forme, selon l'adversaire à affronter. Il fait des choix. Mais il n'a pas le temps d'entraîner les joueurs. Et il y a une autre problématique. J'aime bien le terme, j'aime beaucoup ce terme, surtout en football. J'aime bien le terme de philosophie. Belmadi a une philosophie. C'est une philosophie technique, un esprit de footballeur, il le répète tout le temps, je ne sais faire que ça, je ne peux pas faire autre chose, je suis entraîneur, je suis footballeur. Et cette philosophie, il arrive à l'appliquer, il arrive à l'inculquer, à l'insuffler aux joueurs. C'est pour ça qu'il a parlé de groupe, parce qu'ils ont un vécu ensemble, ils ont des émotions ensemble. Je vais employer un terme qu'on n'utilise pas beaucoup, mais les observateurs l'ont remarqué. Ces joueurs s'aiment entre eux. C'est des joueurs qui s'apprécient, à une grande amitié entre eux. Ils sont très heureux de se retrouver. Ils ne sont pas tristes de quitter leur club pour venir aux sélections, bien au contraire. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à leur faire accepter cette philosophie et ils réfléchissent de la même manière que lui, ils adhèrent à sa philosophie. Tout à fait, Riyad. Et puis j'ai envie de dire une chose, la différence entre un entraîneur de club et un sélectionneur, c'est qu'un entraîneur, il est toujours au quotidien dans son boulot, alors que le sélectionneur, il travaille beaucoup plus par échéance. Maintenant, sur le plan technico-tactique, j'ai toujours dit, depuis la prise de fonction de M. Djebel Brady, j'ai toujours dit qu'il a ce profil de sélectionneur. D'abord, il communique bien. Vous avez parlé tout à l'heure de convivialité.
depuis sa prise de fonction. Il est arrivé à métamorphoser l'ensemble des joueurs. Il y a des joueurs qui n'avaient pas envie de revenir en sélection. Grâce à lui, ils sont revenus avec d'autres, si vous voulez, orientations. Et puis, ce que fait Belmadi, vous avez utilisé le mot juste, dans sa propre philosophie, c'est un élément qui sait où il va, il sait d'où il vient. Et puis, ça lui réussit parce qu'il a ce profil de véritable sélectionneur sur le plan universel. Alors, justement, parce que c'est toute l'âme de cette équipe qui est représentée par la personnalité même de l'entraîneur, qui apprécie le fait de revenir au Caire. C'est peut-être cette petite excursion en Égypte pour essayer de raviver la flamme. On va écouter Jamel Belmadi une deuxième fois sur ses impressions de retourner au Caire en Égypte. On l'écoute. Jouer sur ce terrain, ça va nous rappeler beaucoup de bons souvenirs. On a pris le même hôtel, autant faire les choses bien comme il faut, histoire aussi de rajouter ce genre de souvenirs qui voilà, tout le monde y trouvera son compte là-dessus. Voilà, ce genre de souvenirs, c'est important pour lui. Même lui qui est souvent très dur, il a même écrasé des larmes quand il avait été sacré champion d'Afrique. Là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est vrai ce qu'a dit Ahmed Lalibé au début, ou plutôt c'était Farid. C'est toujours les mêmes stages à Sidi Moussa, ils connaissent les lieux, ils sont à la maison, et là, il avait envie de les mettre dans un autre contexte, mais aussi positif, aussi rassurant, aussi chaleureux qu'un lieu où ils ont remporté probablement une des premières belles victoires de leur histoire, qui est encore longue, on l'espère. Dans ce contexte, il a eu la chance aussi. Parce qu'au départ, le match était désigné Ailleurs, aux Zamalek, même en Égypte. C'était en Alexandrie, en Alexandrie, stade de Zamalek. Mais par la suite, la CAF l'a changé, et c'était dans l'intérêt de l'équipe nationale et de cette joie, de cette retrouvaille. Donc aujourd'hui... Mais le travail des coulisses et de la diplomatie a beaucoup joué. Parce que rappelez-vous, messieurs, il fut un temps où on ne faisait pas toujours ce qu'on voulait, et il nous arrivait même de subir ce qu'on ne voulait pas par des instances qui contrôlent la CAF et que nous ne contrôlons pas forcément. Et là, probablement, dans ce genre de délocalisation, on ne va pas dire que ça nous avantage, Farid, mais ça ne nous désavantage pas. Oui, bien sûr. Et surtout, il faut noter que la sélection algérienne a bénéficié d'un privilège rare. C'est le fait de s'entraîner tous les jours, depuis leur arrivée, sur le terrain principal du Cairo Stadium. Je pense que même la sélection égyptienne n'a pas eu ce privilège. N'ont pas fait ça. Voilà. Et en plus même, selon les échos qu'on a du Caire, il y a un accueil royal. Il y a un très bon accueil. Il y a même des supporters égyptiens qui se présentent à l'hôtel pour prendre des photos. Il y a des blogueurs, des youtubeurs qui ont... j'ai vu hier, tous les médias l'ont reprise, un fan, un youtubeur égyptien, fan de la sélection, qui leur a rendu visite. Qui a été très bien reçu. Très très bien reçu par le président Sharafdin Amara, par Jamel Belmadi, qui d'habitude est très fermé quand il s'agit de protéger ses poulains. La façon aussi comment qu'ils ont encouragé Bounedjah avec le fameux contact, soi-disant, pour Barcelone. Barcelone. Le fait tout le monde était heureux pour lui, ils l'ont dit, Inch'Allah, vous serez barcelonais. Donc on voit qu'aujourd'hui, les Égyptiens sont derrière l'équipe nationale d'Algérie. On n'a pas beaucoup parlé, on va parler de la pelouse tout à l'heure parce qu'elle est parfaite. Il paraît que même Mahrez, après la séance d'entraînement, s'est essayé au tir de coup franc qu'il avait réussi face au Nigeria. C'était sur ce même... Il a réédité le même geste, il a réussi. Il a réussi. Il fait quel temps à 15h? Parce que ce sera 15h, hein, heure 15h heure égyptienne, 14h heure algérienne. Il fait quelle météo? Je ne sais pas si vous êtes au courant à cette période de l'année. Il fait à peu près 27 degrés. Oui, il fait bon. Voilà, il fait bon. 27, pas très chaud, pas très froid. C'est un bel après-midi d'été. Oui. D'été algérien. Parce que l'été égyptien, c'est un peu plus chaud que ça. C'est juste, Riyad, pour la petite précision, il me semble que tout à l'heure, Farid a parlé d'installation de Sidi Moussa. C'est à peu près les mêmes installations qu'au Caire.
Là, je pense que Belmadi a voulu tout simplement secouer le groupe en allant se préparer 4 jours au Caire. 4 jours, pendant ces 4 jours, il a eu, je pense, aujourd'hui la 4e séance avant le match de demain. Donc c'est beaucoup plus pour secouer le groupe. Et puis pour leur donner peut-être ces sensations différentes. Oui, je donne un exemple. À l'intersaison, des clubs comme le Bayern Munich, par exemple, ou Manchester United, Manchester City, ou Liverpool, ou Juventus, ou Milan AC, ils ont des installations très classe, mais ils font une préparation en dehors du pays. Généralement, ils vont aux États-Unis, au Canada. Aux États-Unis, ou en Autriche, ou en dans les pays Suisse. du Golfe, Dubaï mais parfois. pourquoi? Puisqu'ils ont leurs installations. Parce que quand on sort de la routine, quand on est dans un milieu étranger, c'est là où on améliore l'esprit de groupe. On travaille l'esprit de groupe, on travaille l'esprit de corps. Parce que c'est des joueurs qui sont amenés à jouer ensemble pendant une saison. Et c'est là que donc se ils vont les liens. Ils vont en terre étrangère pour essayer de se resserrer les rangs. Parfaitement. Voilà, et c'est beaucoup plus l'objectif de ce stage. Parce que comme je l'ai dit à Sidi Moussa, il y a tout le confort, toutes les installations. Mais il a voulu les éloigner de Sidi Moussa pour sortir de la routine et aussi pour les faire vivre en groupe. Restreindre dans un pays étranger. Il n'y a pas que ça pour les clubs européens. Il y a autre chose, c'est le climat. Le climat leur joue un mauvais tour pendant la période fin décembre jusqu'à janvier. Non, je parle de préparation estivale. Ouais. Donc eux, surtout dans cette période, ils cherchent un climat un petit peu chaud par rapport à leur pays, par rapport là où ils vivent. Et il y a aussi des considérations commerciales parce que souvent, il y a des contrats, c'est des sponsors qui payent les stages. Il y a des gens qui payent pour recevoir de grands clubs comme le Bayern, comme le Real. Souvent, ils font des petits... matchs d'exhibition. Ils font des matchs d'exhibition. Et des opérations marketing. Ils ont des contrats avec, comment on appelle le championnat d'Amérique du Nord, la MLS. La MLS, j'allais dire NHL, c'est le hockey sur glace. La MLS, donc ils jouent contre, par exemple, New York City. New York, ils jouent contre Montréal ou Toronto. Ou Red Bulls, voilà. Ils jouent contre les Red Bulls de New York, c'est ça, ou là où jouait Ou Los Angeles Lakers. Les Los Angeles Lakers, où a joué notamment des joueurs comme Thierry Henry, je crois. Thierry Henry, voilà. Qui a joué aussi à New York. À New York, exactement. Alors, on va poursuivre parce qu'on va rentrer dans le, comment on dit en arabe, dans le vif du sujet. C'est cette équipe du Djibouti, parce que même si c'est le petit poussé de ce groupe, Belmadi ne veut pas les prendre de haut, il veut jouer ce match sérieusement avec respect. Et il en parle justement de cette sélection de Djibouti qui avait pris un des scores les plus larges de ces qualifications 8-0 au Stade Chaker. Belmadi sur le Djibouti. Mais voilà, toujours avec le sérieux, l'envie de faire le métier, le boulot bien comme il faut. Et voilà, faire le plein de points. Ce match-là est aussi beaucoup au-delà même du résultat, qui est le plus important. C'est aussi d'abord le résultat, d'abord prendre ces 3 points-là. Et puis il y a plusieurs autres choses là-dessus. C'est une très très bonne préparation pour le dernier match aussi. Voilà, prendre le match avec sérieux. Pour penser au Burkina, il ne faut pas se rater face à Djibouti. Déjà. Il parle de résultats, pardon Mohamed, il parle de résultats. Pour moi, le résultat, c'est essayer de marquer le maximum de buts au jeu, si c'est possible. Prendre à la gorge cette équipe dès le départ pour les asphyxier. Et puis, je pense que Djibouti n'a pas le profil pour nous inquiéter. Parce que d'abord, est-ce que le goal average, ça compte encore? Est-ce qu'on pense à ce que va faire le Burkina face au Niger? va nous éclairer un peu. Oui, bien sûr, il faut encore... Ah, mais c'est une autre... Il faut garder au moins cette avance de 9 buts. Non, je pense que le score, logiquement, du match Djibouti-Algérie sera plus large que celui du match Burkina Faso-Niger. Donc il faut encore améliorer le goal average pour enfoncer les clous. Après, pour que le Burkina Faso n'ait qu'une seule alternative, c'est de venir gagner à Tchaker, ce qui faciliterait la tâche des Algériens. Ou de marquer. Ou de marquer, parce que le match nul avec plus de... Non, c'est le goal average général qui est le critère de départage. Ah, c'est-à-dire 3-3, 4-4, ça change absolument rien. Ça change absolument rien. C'est bien de le rappeler. Voilà, je rappelle, dans les compétitions FIFA, le deuxième critère pour départager... Puisque je vous tiens, quels sont les scores, si on gagne face à Djibouti, et si le Burkina gagne face au Niger, quels sont les scores qui qualifient les Algériens au match barrage
à Tchaker. Avec un nul. Avec Nul un ou victoire. au C'est-à-dire dernier match. il faut juste ne pas perdre. Il faut juste ne pas perdre. Alors, déjà, il y a 9 buts d'écart entre le goal average de l'Algérie sur Avant le les matchs de Burkina demain. Faso. Avant le match de demain. C'est-à-dire l'Algérie a plus 17, le Burkina a plus 8. OK. Donc, il faut que, pour que ce soit à égalité, par exemple, il faut que l'Algérie gagne par un but d'écart contre le Djibouti et que le Burkina gagne par 9 buts d'écart 10 buts contre le d'écart. Niger. 10 buts d'écart. Non, pour qu'il soit à égalité. 10 buts d'écart. 10 buts, 10 buts voilà. d'écart, plus 1. Ce qui est très, comment dire... De la science-fiction. Voilà, c'est très peu probable. Donc c'est pour ça que je dis que si encore on améliore le goal average, après, il suffira de gérer le match nul. Et je ne pense pas que l'Algérie se contentera de gérer le match nul contre le Burkina Faso. Surtout après les déclarations. On va y revenir. Ne brûlez pas mes cartes, s'il vous plaît. On va parler des déclarations, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre hein, pour l'adversaire, le Burkina. On reviendra tout à l'heure sur comment on va dire, la guerre psychologique. La guerre psychologique et le président de la Fédération du Burkina qui chambre un peu l'Algérie, qui écrit aussi à la FIFA pour... on va en parler, on va en parler. Et puis, pardon Riyad, je vous interromps. En parlant de Djibouti, il faut souligner que c'est une équipe qui est sans entraîneur. Le Français Julien Maire a été limogé et puis il a été remplacé par un intérimaire qui s'appelle Mohamed Merana Hassan. C'était son adjoint. C'était son adjoint. Et là, je pense que ça, c'est une bêtise. Parce qu'une sélection comme le Djibouti, le plus important, c'est l'apprentissage du haut niveau. C'est pas une sélection qui ambitionnait de disputer une place de qualification. Donc il fallait laisser ce sélectionneur. Il est en train d'améliorer. Il a commencé par une défaite de 8 buts d'écart. Contre le Burkina, il n'a perdu que par 4 buts d'écart. Contre le Niger, il a marqué 2 buts. Il fallait continuer. Selon la déclaration des responsables du football djiboutien, c'est pas pour le résultat. C'est pour ce qu'il a dit et comment il a critiqué les Djiboutiens. Ah, donc il a critiqué son employeur. Son employeur, donc c'est pour ça qu'il a été écarté. Et puis là, dans ce sens. Là en fait, c'est un... avec tout le respect que j'ai pour l'équipe djiboutienne, où il y a beaucoup d'amateurs dans cette sélection, il va encore apprendre en se frottant aux meilleurs, c'est-à-dire aux champions d'Afrique. Ils vont se déplacer en Égypte, c'est un magnifique pelouse. Tout ça, c'est tout bénéfique, tout bénéfique pour la sélection. Alors, ces matchs-là, c'est pour se qualifier en Coupe du Monde, mais il y a aussi la CAN qui se profile. Alors, la CAN, est-ce que ça reste un des objectifs de l'équipe du Jamel Belmadi, de la fédération, en tout cas dans ce cas-là, pour Jamel Belmadi? Est-ce que c'était la question du journaliste avant, hein, parce que on va avoir sa réponse, mais dans le contexte, en fait, le journaliste a demandé s'il était blasé de titres et que cette euphorie ne lui faisait pas autant envie que la première fois et qu'il pensait plus à la Coupe du Monde. Et Jamel Belmadi, perdre, ne pas avoir d'objectif, c'est pas vraiment son truc. On l'écoute. Bien sûr, نروحوا بكل طموح وكل حماس كل طموح c'est sûr et certain. Après, j'ai dit l'objectif تاعنا c'est évidemment la qualification de Coupe du Monde. A dit l'objectif principal. كاش مشكل, on ne se cache pas pour ça. Donc on est en plein dedans. Au milieu de ça, il y a la Coupe d'Afrique. C'est pas parce que l'objectif تاعنا c'est la Coupe du Monde que نخلوا la Coupe d'Afrique compétition tellement relevée, مستوى كبير. C'est une compétition intercontinentale. On va y aller avec beaucoup de motivation. Ça, c'est dans un second temps. Alors, beaucoup de motivation. On va voir hein, cette compétition qui est menacée, messieurs. Voilà, il a dit, c'est mon objectif principal, et il ne s'en cache pas, c'est la Coupe du Monde, mais je ne vais pas aller en touriste au Cameroun entre-temps. Je n'ai pas le droit de ne pas me faire respecter comme champion d'Afrique. Et surtout que la Coupe d'Afrique se déroulera du 9 janvier au 6 février, alors que les barrages se dérouleront au début du mois de mars. Donc il y aura un mois entre la finale de la Coupe d'Afrique et les matchs barrages. Donc c'est assez de temps pour se reposer, pour récupérer. Ce n'est pas comme si les matchs barrages se déroulant une semaine après la Coupe d'Afrique, et là, il faudra faire des calculs pour la récupération, les blessures, etc. Alors, je ne sais pas pourquoi l'Algérie ne jouerait pas cette Coupe d'Afrique à fond. Eh bien, il a répondu. Oui, il a répondu, mais ce que j'ai envie de dire, c'est par rapport à ses propos. Là, il en fait un objectif principal pour la Coupe du Monde.
Donc, s'il a un choix à faire, il préfère... Bon, nous aussi, on préfère faire une bonne prestation en Coupe d'Afrique, on a les possibilités, mais l'objectif principal pour Belmadi, à cet instant-là, c'est beaucoup plus la Coupe du Monde. Alors, à votre avis, c'est plus important pour lui de garder son titre? Parce qu'en fait, jouer toute la CAN, et ça, il faut le garder. Je parle en termes de timing. Hein. Là, on se qualifie, Inch'Allah, au match barrage, et puis, tout de suite, on plonge dans la CAN. Donc, on a 3 semaines pleines, ou presque 1 mois de Coupe d'Afrique des Nations, mais on ne sait pas encore si on est qualifié en Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'il joue la CAN à fond, sans être encore sûr de passer le cap et de se qualifier à la Coupe du Monde. Non, je pense que c'est autre chose. Comme Djamel Belmadi est prévoyant, on dit que gouverner, c'est prévoir. C'est le mot. Il prévoit tout. Il laisse rien au hasard. Voilà. Il a dit qu'il écoutait toutes les conférences de presse de ses adversaires. C'est pas dans ce sens. Comme lui, il connaît ses joueurs, il sait l'impact d'une éventuelle élimination ou d'un éventuel mauvais parcours de la sélection. Mais c'est à ça que je pensais. Voilà. Lui, il anticipe. Je me dis, une déception ou une grosse désillusion, ou je l'espère pas, la qadarallah, souvenez-vous de la demi-finale 4-0 contre l'Égypte, il y a des façons moins douloureuses de quitter une Coupe d'Afrique que d'autres, ça pourrait psychologiquement entamer le match barrage. Et c'est pour ça qu'il anticipe. C'est pour ça, le discours là, c'est à l'adresse des joueurs. Et pas seulement des joueurs. Il leur dit... Même de l'opinion. Oui, il leur même dit... des supporters. Le plus important, c'est la Coupe du Monde. C'est-à-dire aux joueurs, même si vous faites, un mauvais parcours en Coupe d'Afrique, ça ne sera pas la fin. Vous avez un double match. Il y aura un autre objectif qui viendra juste après, c'est la Coupe du Monde. Et c'est la meilleure façon de se rattraper. C'est-à-dire si on se rate en Coupe d'Afrique et 1 mois après, on va au Qatar, c'est que la mission est encore là. La mission de Belmadi, c'est aller en Coupe du Monde, elle est encore là. Voilà. Déjà, il encourage les joueurs à jouer après la Coupe d'Afrique. C'est de viser la Coupe du Monde primo. Et secondo, il a un deuxième challenge à faire, c'est que la seule nation qui a réussi à gagner pas mal de Coupes d'Afrique d'affilée, c'est l'Égypte. Aujourd'hui, on a réussi à battre le record des matchs par rapport à l'Afrique. On est derrière l'Italie qui sont à 37 et nous on est à 31. Il y a 3 nations, le Brésil et d'autres nations qui nous... Déjà, si on gagne et on doit gagner ces 2 matchs, on sera déjà à 33, avant la CAN. Mais en plus, si on va réussir à gagner une deuxième Coupe d'Afrique, on est le deuxième derrière l'Égypte. Ça veut dire on peut déjà déclencher un deuxième... vous voyez ce que je veux dire? Moi, je voudrais poser une petite question. Et moi aussi, j'ai une question à vous poser tous les 3, après Ahmed. Tout à l'heure, on avait discuté en coulisses, vous et moi, en parlant du top 5. Oui. Maintenant, si on arrive à gagner ces 2 matchs contre le Djibouti et contre le Burkina Faso, on sera toujours dans le top 5. On sera dans le top 5. Voilà. Alors, juste une petite précision, parce qu'il y a des gens qui se disent comment l'Algérie a rétrogradé de la 4e à la 5e place alors qu'elle fait un bon parcours. Bon, parce que maintenant, il y a une nouvelle façon de... le classement FIFA obéit à de nouvelles critères. C'est bien que vous compreniez le classement FIFA parce que Djamel Belmadi lui-même, il dit je comprends pas. C'est gagner les grandes nations. Avant 2018, c'est-à-dire c'était victoire. C'était le nombre de victoires. Nombre de victoires, le nul, etc. Depuis 2018, les critères sont affinés. Il faut gagner ceux qui sont au-dessus. Il y a plusieurs paliers. Il y a les grandes compétitions, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations, Coupe d'Europe des Nations, Copa América. Après, il y a les éliminatoires, matchs officiels. Et il y a les matchs amicaux qui sont dans les paliers. Ce n'est pas le même point attribué à chaque match. C'est-à-dire, et il y a un autre... Ça veut dire enfiler les matchs amicaux, ça rapporte pas autant que gagner. Ça ne rapporte pas beaucoup de points. Et en plus, ça dépend de l'adversaire. C'est-à-dire, il y a un coefficient qui est ajouté, en plus du point de la victoire, c'est le classement de l'adversaire dans le classement FIFA. Donc battre Djibouti, ça rapporte pas beaucoup. Voilà, Djibouti, ça ne rapporte pas beaucoup. Comme par exemple jouer contre le Cameroun, le Ghana ou l'Égypte, ou même des sélections moyennes comme le Cap-Vert ou le Bénin, etc. Donc, c'est pour ça parce que dans le groupe de l'Algérie, il y a 2 équipes faibles qui sont le Niger et le Djibouti. Mais avec 2 victoires, Inch'Allah, éventuelle victoire contre le Djibouti et Burkina, l'Algérie sera dans le top 5. Et même, pour moi, les 4 premiers, pour moi, c'est pratiquement définitif. Il reste maintenant à la 5e place
Il y a une équipe qui va basculer. Voilà, qui peut basculer. c'est entre Alors, le Nigeria et l'Égypte. Pour éclairer nos amis téléspectateurs, quand est-ce que ce classement va être arrêté? Quand est-ce qu'il y aura un tirage au sort pour les barrages? Est-ce qu'il aura lieu avant la CAN ou après la CAN? Parce que si on joue la CAN d'abord, on va jouer de grandes nations. Non, Donc, le tirage au sort se déroulera en marge de la Coupe arabe FIFA Qatar. en décembre? En décembre. Au Ça a Qatar. été annoncé. Donc le classement Ce sera sera le classement défini du mois après de novembre. Ça veut dire le classement sera défini après notre victoire, on espère, devant le La Burkina. semaine prochaine, après cette date FIFA, la semaine prochaine, c'est le classement qui déterminera les sélections, c'est-à-dire les deux chapeaux pour le tirage Donc au on sort saura des ça en barrages. décembre hein, pour le classement FIFA pour les équipes africaines. Voilà. Des 10 équipes qui vont se qualifier. Alors, messieurs, après la CAN, on va revenir sur ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est bien sûr, quand on a un goal average défavorable, quand on est mené au tableau de classement du groupe, on essaye la déstabilisation psychologique sur l'Algérie, sur la qualité de la pelouse du Stade Chaker, sur les conditions d'accueil, sur les supporters. Et avant d'écouter Djamel Belmadi, parce qu'on lui a posé cette question, et il va répondre, qu'a fait auprès de la FIFA, la fédération burkinabé de football? C'est pas auprès de la FIFA, c'est auprès de la CAF. Déjà, c'est une erreur, parce que c'est une compétition FIFA. Organisée sous l'égide de la CAF, mais c'est une compétition FIFA. La fédération burkinabé de football a envoyé deux correspondances le même jour. Le même jour, Okay. La première correspondance, c'est pour réitérer son opposition à jouer au Stade Chaker sous prétexte que c'était de mauvais état et que les joueurs burkinabés ont l'habitude de jouer sur de bonnes pelouses. Alors que c'est faux. La preuve, le stade de Ouagadougou n'est même pas homologué. Voilà. C'est difficile de parler de pelouse quand on n'en a pas. Voilà. Et quand on joue chez les autres. Et c'est d'hypocrisie parce que celui qui a relevé et qui a critiqué l'état de la pelouse, c'est Djamel Belmadi. C'est les Algériens qui ne savent pas jouer sur une pelouse en bon état. Mais la pelouse... C'est-à-dire que c'est plus défavorisant pour nous que pour les Burkinabés. C'était, hein, parce que la pelouse est fantastique. Elle est maintenant, elle est fantastique. Elle a été rafistolée. La deuxième correspondance... Non, un peu mieux que ça quand même, Farid. On va avoir dans les prochains jours le DJS, probablement après le match de Djibouti, le directeur de la jeunesse de Blida, qui nous parlera un peu de ce qu'on a fait de la pelouse. C'est un vrai billard, c'est magnifique. Alors, la deuxième correspondance, c'était pour réclamer la sécurité de la délégation burkinabé à Alger, sous prétexte qu'en 2013, à l'occasion des matchs barrages retour contre le Burkina Faso, ils auraient été victimes d'agressions. Pas d'agression, on les a gênés à l'hôtel, la nuit d'hôtel, on les a gênés, on les a retardés avec une fouille des chambres. Et non, ils ont dit que sur le chemin vers le stade, on leur a jeté des pierres, des bouteilles, etc. Et tout, alors que nous, à l'époque, on n'a même pas entendu parler de ça. Nous, on nous a jeté des pierres, mais nous, on ne sait pas faire ça. Voilà. Ça, vraiment, ça c'est une guerre psychologique. Ils veulent défendre leur équipe avec leurs armes. Voilà. On va écouter ce qu'a répondu Djamel Belmadi, qui est très sport et qui comprend ce genre de truc. On fait souvent ça en boxe. Les boxeurs se chambrent avant le match. C'est pareil pour le foot. On va écouter Djamel Belmadi. Je vais vous laisser le soin de la prononcer ou de l'appeler ça comme vous voulez. أنا عندي خدمة كبيرة وعمل كبير بنركز عليه وكاين الناس اللي يخدموا معنا وداخلين في هذا المشوار دونك كل واحد يعمل خدمته وكل واحد يدافع على بلادو وعلى هذاك المنتخب. احنا ندافع على المنتخب بالعمل في الملعب وفي الميدان. دونك راني نشوف كيما نتوما وكاع نشوفوا. Voilà, le plus important c'est que de faire attention à tout ça. C'est l'Afrique. Malheureusement, il y a des choses qui se passent en dehors des terrains qui ne sont pas nobles, c'est sûr. Mais ça,
لازمنا نركز على الملعب على المباراة المباراتين راهم جايين والناس واحد اخرين على بالهم واش راهم يديروا راهم يدافعوا على المنتخب. Très flegmatique, il reste toujours droit dans ses bottes. Là, il répond, hein. Il répond au Burkina, c'est une conférence de presse. Mais en même temps, il dit que ça ne le touche pas. C'est-à-dire que les gens ont le droit de choisir la manière dont ils défendent les intérêts de leur nation. C'est de bonne guerre. Mais lui, il reste concentré. Sa réponse, c'est « ça ne me déstabilise pas du tout ». Oui, c'est pour toutes ces raisons que j'avais dit tout à l'heure que c'est un gars qui répond au profil de sélectionneur. Et puis, en plus d'être un bon coach, oui, c'est un as en conférence de presse. Il se débrouille très bien. Là, il ne le dit pas, mais il l'a dit dans certains de ses propos en disant que, concernant l'entraîneur de Burkina Faso, qui s'appelle, je pense, Malo, il a dit que il aura ma réponse sur le terrain. Il n'a pas dit qu'il aura une réponse. Ça veut dire que sur le plan du jeu, c'est comme quelque part que Belmadi en fait une affaire personnelle. Toujours. Il dit qu'il aura ma réponse sur le terrain. Ben, on va attendre cette réponse. On va attendre. Ça, c'est pour Tchaker. Et puis là, messieurs, on va aller au Caire, puisque un peu juste avant l'émission, on a eu le chargé de communication de la fédération et de l'équipe nationale, Salah Bayaboud, notre confrère, qui a répondu à quelques questions. Et la première, c'était bien évidemment les sensations qu'avait l'équipe, tout le groupe, lui-même, Salah Bayaboud, qui était avec le groupe en 2019, et également les joueurs, quels étaient leurs feelings, leurs sensations quand ils ont refoulé la terre de leurs exploits. On l'écoute. Retrouver le Caire, l'Égypte, ce sont des moments très forts qui remontent à la surface avec ce qu'a réalisé l'équipe nationale en 2019, cette Coupe d'Afrique historique. Évidemment, les joueurs ont repris un peu leur repère au niveau de la résidence où ils étaient déjà en 2019 et surtout au niveau du stade. En retrouvant la pelouse, les vestiaires, voilà, donc ce sont d'excellents souvenirs, de bons souvenirs. Il y avait de l'émotion, mais beaucoup d'humilité aussi, surtout chez les joueurs. Et après, il y avait le clou un peu de l'histoire, c'était Riyad qui avait, à un moment donné de l'entraînement, refait un peu son fameux coup franc contre le Nigeria en demi-finale. Donc il s'est exercé à refaire un peu le coup franc et ça a été un peu un moment très fort d'excellents souvenirs. Ben oui, vous voyez des moments très forts qu'a vécu tout le groupe. Et puis, on voulait également savoir, et Salah Bayaboud, vous allez le voir, nous a également éclairé sur l'état d'esprit, l'état de forme surtout du groupe. Et aussi, on voulait savoir, on en a parlé tout à l'heure, les conditions d'accueil, les conditions d'hébergement et surtout les conditions de travail pour Jamel Belmadi et les joueurs. Bon, pour ce qui est du séjour de l'équipe et puis des conditions, comme vous le savez maintenant, ça devient une habitude au niveau de la Fédération de football. Donc il y a toujours des précurseurs qui partent à l'avance et qui préparent l'arrivée, le séjour et les conditions de travail, d'entraînement de la sélection. Donc il y a eu un choix judicieux puisque l'équipe a retrouvé le même hôtel, donc les mêmes chambres pratiquement, les mêmes endroits où l'équipe avait séjourné pendant un mois. Pour ce qui est des conditions d'entraînement, je pense qu'on doit remercier et les organisateurs et surtout la Fédération égyptienne de football pour avoir mis à la disposition des Verts le stade international du Caire, puisque toutes les séances d'entraînement se sont déroulées sur cette belle pelouse de ce stade. Et donc l'équipe, je peux dire qu'elle est dans d'excellentes conditions pour préparer son match contre Djibouti et même celui du Burkina Faso. Vous le voyez, hein, les conditions sont optimales et vous l'avez entendu, sont tout proches du stade et il est à leur disposition. C'est inédit, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un privilège très rare, mettre le plus grand stade, le terrain principal du plus grand stade d'Égypte à la disposition de la sélection algérienne. C'est vraiment un geste fort de la fédération égyptienne et j'espère que ça va définitivement mettre un terme aux disputes et aux chamailleries extrasportives qui ont toujours caractérisé les confrontations. Mais là, c'est terminé, c'est vraiment la belle embellie sportive, hein, parce que la fraternité entre les deux pays, on la connaît depuis toujours. Mais là, sportivement, après ce qui s'est passé en 2010, et cette Coupe d'Afrique qu'on est parti chercher là-bas, elle a complètement changé la donne. Oui, parce qu'il y a eu des incompréhensions et tout, il y a eu des exagérations. Mais
le parcours de la sélection nationale en Égypte, le comportement des supporters qui sont déplacés là-bas, comme ça a un peu changé l'opinion des Égyptiens, du peuple égyptien envers le peuple algérien. Et ils sont tombés amoureux de cette... Et ça les a rapprochés. Les sont... influenceurs dont vous parlez, égyptiens qui parlent de l'Algérie, ça date de 2019 avec la Coupe d'Afrique. Parce que cette équipe, les Égyptiens sont tombés amoureux de cette équipe. Ils ont été déçus par les Pharaons, qui n'ont pas fait une bonne Coupe d'Afrique. Et puis ils ont vu une équipe algérienne avec un football panache, un football... Et un état d'esprit surtout. C'est des gens qui se battaient sur le terrain. Des guerriers. L'image de Boundjer qui pleurait parce qu'il avait raté un penalty, ça a touché tout le monde parce que les Égyptiens n'ont pas fait, les joueurs égyptiens n'ont pas fait les grands efforts. Et ce qui a vraiment irrité les Égyptiens, c'est qu'après la Coupe d'Afrique, il y a eu un spot publicitaire diffusé par un sponsor de la sélection où les joueurs regrettaient de ne pas aller trop loin. C'est un spot qui avait été enregistré avant la Coupe d'Afrique, mais pour des raisons commerciales, ils l'ont mis en ligne, ils l'ont publié dans la télévision. Ils ont pris ça comme une insulte pour les peuples algériens. C'est-à-dire, voilà, on ferme la parenthèse juste avec un spot publicitaire. Alors que les Algériens se sont battus sur le terrain. Ils ont joué comme un groupe. Et ça a touché beaucoup les Égyptiens. Alors, on va voir maintenant pourquoi Jamel Belmadi a choisi l'Égypte et il est très content de revenir depuis son arrivée justement au Caire. On va écouter Salah Bey Aboud encore une fois. Oui, bien évidemment. Pour ce stage, il y a eu de la planification, il y a eu de la réflexion. Donc, comme l'a déjà déclaré le coach national Jamel Belmadi par rapport au choix du stage, des déplacements. Donc évidemment, il y a eu une optimisation des efforts à mettre en place. Donc c'est pour cela qu'il y a eu ce choix de venir au Caire pour avoir un peu plus de concentration, de tranquillité, et puis de gagner du temps et éviter aux joueurs de se déplacer énormément. Et donc voilà, tout le monde avait récupéré dès l'arrivée au Caire et toutes les séances d'entraînement se déroulent dans d'excellentes conditions avec la présence de pratiquement tous les joueurs, mis à part Jamel Belmadi qui ne s'est pas entraîné la première fois parce qu'il avait une petite angine, donc il devait être un peu ménagé par le staff médical. Mais pour le reste, je pense que les choses se passent très bien et puis on s'attend, Inch'Allah, à une bonne réaction de nos joueurs demain contre Djibouti. Alors justement, demain face au Djibouti, Jamel Belmadi dispose d'une équipe technique qui aime jouer et procurer et faire du beau jeu sur des pelouses impeccables. Quel est l'état de la pelouse du stade du Cairo Stadium qu'on a vu dans les images parfaites, mais qu'en est-il réellement? Vous l'avez vu. Pour ce qui est de votre question concernant l'état du gazon du stade du Caire, je pense qu'il est tout simplement excellent puisque la sélection s'y est entraînée pendant 3 jours. Aujourd'hui c'est le 4e, demain on jouera le match. Il y aura également l'entraînement de la sélection de Djibouti. Donc c'est un terrain qui est bien entretenu, impeccable, donc il n'y a pas de souci là-dessus et les joueurs ont bien apprécié les sensations sur ce terrain. Donc j'espère qu'on aura les mêmes au pays, à commencer par le stade de Tchaker, le prochain match, Inch'Allah. Alors Salah Bey Aboud, et c'était ma dernière question, moins de 24 heures avant ce match, demain c'est 14h heure d'Alger, quel est le programme de maintenant jusqu'à demain, coup d'envoi? Bon, pour ce qui est du programme, donc aujourd'hui, dans la matinée, tous les membres de la délégation algérienne sont passés pour les tests PCR, obligatoires pour le match et aussi pour le retour. Ensuite, comme d'habitude, il y a une petite balade pour les joueurs, une séance vidéo, un moment très important pour le staff technique et pour les joueurs pour préparer le match. Et puis dans l'après-midi, aujourd'hui, il y aura un entraînement à 16h15. Plus exactement, c'est-à-dire après la sélection du Djibouti. On a pris ce créneau pour avoir un peu plus de temps et travailler comme d'habitude au-delà de 1 heure, 1 heure et demie, même pratiquement 2 heures. Et demain matin, il y aura une balade, certainement une dernière séance vidéo et puis le départ pour le stade, le match. Et après le match, le temps de récupérer un peu, de se rafraîchir et puis prendre l'avion du retour pour arriver à Alger dans la soirée afin de permettre aux joueurs de prendre une bonne nuit de repos, de récupération et poursuivre
la préparation dès samedi en prévision du match contre le Burkina. Donc samedi, ça sera entraînement, dimanche également, avec une zone mixte ouverte aux médias, au centre technique national de Sidi Moussa. Et puis lundi 15 novembre, conférence de presse du coach national à 11h. Et mardi à 17h, coup d'envoi, Algérie, Burkina Faso, dernier match du groupe A, des phases de qualification pour la Coupe du Monde, avant la phase des barrages. Voilà donc, on tient à remercier énormément pour sa disponibilité et son professionnalisme, Salah Bayaboud, qui nous a accordé cette interview. Vous savez tout maintenant de tout le programme de la sélection jusqu'au match du Burkina, conférence de presse, donc le 15 lundi à Sidi Moussa. Ils reviendront juste après le match, vous l'avez entendu. Une petite douche, ils se rafraîchissent et ils rentrent sur Alger. Ils dormiront dans leur lit, comme a dit Jemal Belmadi, le soir du match. Rapidement, il reste 1 minute 30, messieurs, sur ce match face à Djibouti. Avant de terminer, juste pour la petite précision que Belmadi, avant de partir au Caire, il a tracé ce qu'on appelle une feuille de route. Mohamed en sait quelque chose sous forme de petite planification avec le nombre de séances, le nombre de vidéos, de balades, d'entraînement. Donc tout est ficelé. Même aujourd'hui, il a choisi de s'entraîner après Djibouti pour rallonger sa dernière séance. Tout est étudié et tout est planifié. Mohamed? Oui, certes, surtout que le match, l'heure du match, elle est très importante. C'est 14h heure égyptienne. Donc, il y aurait eu peut-être... 15 heures heure égyptienne. Oui, 15 heures heure égyptienne, ouais, 14 heures heure algérienne. Donc, il y aurait eu, par exemple, le match à 18h ou à partir de 20h, heure égyptienne. Il aurait pu faire un petit entraînement le matin, puis un réveil matinal. Mais là, il a respecté le temps de récupération pour une balade, une séance vidéo, ensuite le déjeuner, et aller au match. Tout est réglé comme du papier à musique, Farid. Vous avez le mot de la fin. Oui, parce que bon, en général, la FIFA accorde à l'équipe adverse le droit de s'entraîner la veille du match à l'heure du match. Donc l'Algérie aurait pu s'entraîner à 15 heures. Mais ils ont préféré laisser le créneau aux Djiboutiens parce que l'entraînement la veille du match, c'est juste 1 heure. Donc ils s'entraînent 1 heure après l'Algérien, comme ils sont privilégiés au Caire, ils vont prendre tout leur temps, 1 heure, 1 heure et demie, comme bon leur semblera, pour peaufiner vraiment le schéma tactique en prévision du match de demain. Voilà, et voilà, mesdames, messieurs, vous savez tout sur ou presque sur ce stage en Égypte. Vous l'avez eu en exclusivité avec Salah Bayaboud depuis l'hôtel au Caire. Messieurs, on se retrouve demain, même place, ici, sur Canal, juste après le match pour débriefer, on l'espère, ces 3 points, en attendant d'accueillir le Burkina à Tchaker. Ce sera mardi prochain à 17h, heure algérienne. Merci messieurs, merci de votre fidélité. On se retrouve demain, après le match Djibouti-Algérie. Salut!